Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous, bienvenue en ce lundi sur le plateau de Territoire d'Info, un territoire d'info un peu spécial avec comme invité Anne Hidalgo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Madame la maire de Paris. On va aborder toutes les questions d'actualité liées à Paris, bien sûr, mais également les questions nationales et internationales, notamment autour du climat avec ce rapport du GIEC qui est tombé cette nuit, nous en parlions il y a un instant, et votre livre Respirer, que vous avez écrit et qui est sorti il y a une semaine maintenant. On y reviendra évidemment dans cette émission. Anne Hidalgo, Respirer, aux éditions de l'Observatoire. Voilà, Anne Hidalgo, tout d'abord, est-ce que vous avez reçu un coup de fil du Premier ministre pour le remaniement tant attendu? L'écologie, ça vous intéresserait? D'abord, vous savez, je suis maire de Paris et je crois que tout le monde sait que ce territoire, puisqu'on est dans le journal des territoires, est un territoire à part entière et qui nécessite qu'on s'y implique totalement. Donc, je suis attentive, comme tous, à l'avenir du pays et bien sûr, je suivrai attentivement les annonces si sur votre ce prochain gouvernement. Ancien premier adjoint qui est parti fâché avec vous rentre au gouvernement, on parle de lui à la culture, ça vous conviendrait? Écoutez, c'est le choix d'un Premier ministre et c'est le choix des personnes qui décident. Je ne vais pas commenter, vous savez, franchement, ce n'est pas le sujet. Ma vie de responsable politique en tant que maire de Paris, c'est de m'occuper, de faire des crèches, de faire en sorte que cette ville, capitale de la France, mais une ville avec 2 300 000 habitants, fonctionne du mieux possible. Donc, je concentre toute mon énergie là-dessus. Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. On passe, comme c'est l'habitude, dans cette émission au JT des territoires. Et puis vous restez sur le plateau, Bien vous sûr. le commenterez avec nous dans un instant, le JT des territoires. Les enjeux écologiques font aujourd'hui partie de nos préoccupations quotidiennes. À Paris, l'une des principales sources d'inquiétude des habitants de la capitale réside dans la qualité de l'air qu'ils respirent et les impacts de celle-ci sur leur santé. Alors comment lutter contre la pollution atmosphérique et améliorer la qualité de l'air que nous respirons? Un retour sur les différentes mesures d'ores et déjà mises en œuvre à Paris et sur celles qui sont envisagées dans un avenir proche avec les équipes de notre partenaire Via Grand Paris. C'est son cheval de bataille, la lutte contre la pollution. Comme le titre de son livre Respirer l'indique, Anne Hidalgo veut par tous les moyens améliorer la qualité de l'air dans la capitale. Premier acte fort, août 2016, les voies sur berge deviennent piétonnes et interdites à la circulation. Applaudissements des écolos, colère des associations d'automobilistes. Le bilan reste mitigé. Selon un rapport d'Airparif, sur les 3,5 km de quai bas, la qualité de l'air s'améliore. Mais la pollution s'aggrave sur les carrefours des quais hauts et sur les itinéraires de report. Autre piste pour rendre l'air plus respirable dans la capitale, elle est radicale, retirer de la circulation les véhicules polluants. La maire de Paris précise son calendrier. Fin du diesel à Paris en 2024, ça sera 2030 pour les véhicules thermiques. Anne Hidalgo est rejointe sur ce dossier par la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Même si lui ne pollue pas, il s'est fait attendre des Parisiens. Premier trimestre 2018, déploiement raté pour le nouveau Vélib. La promesse d'un tiers de vélos à assistance électrique est séduisante, mais faut-il encore les trouver? Avant l'été, Anne Hidalgo hausse le ton. La résiliation du contrat avec le nouveau prestataire est envisagée. En septembre, la situation s'améliore. 823 stations sont aujourd'hui opérationnelles. Loin encore, des 1200 annoncés sur le territoire de la métropole du Grand Paris. Autre dossier qui pollue l'été de la maire de Paris, les autolibes électriques rentrent au garage en juillet dernier. La mairie résilie son contrat avec Bolloré après 12 ans de service. L'entrepreneur breton promet une facture salée. En attendant, la voiture en libre service à Paris n'est pas morte. Solution de rechange, l'autopartage avec de nouveaux opérateurs privés. Mais qui dit voiture, même partagée, dit pollution. Et si la solution, c'était les transports gratuits pour tous à Paris? C'est le nouveau sujet de débat lancé par Anne Hidalgo. La maire de Paris a commandé un rapport à 3 de ses adjoints. Voilà, et c'est Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui est notre invitée aujourd'hui. Attention au volant
vous êtes filmé et les PV vont tomber. C'est nouveau et c'est à Paris. Des agents municipaux peuvent verbaliser à distance grâce à un réseau de 900 caméras de la préfecture de police déployées sur la voie publique. Ce dispositif va permettre de dresser à distance jusqu'à 400 PV par jour. Plus d'infos avec Quentin Mauclerc de Via Grand Paris. On a pris le cliché, la plaque est bien visible. La vidéo-verbalisation débarque à Paris. Depuis ce jeudi 4 octobre, un réseau de 900 caméras de la préfecture de police est utilisé par les agents municipaux pour verbaliser ces infractions routières. Parmi ces actes répréhensibles, on y retrouve notamment le non-respect de la priorité aux piétons, mais également l'utilisation des voies de bus par les deux roues ou les VTC. Depuis le début de cette année, plus de 80 000 PV ont été ainsi dressés, des infractions constatées. Le partage des tâches rationnel que nous avons convenu ensemble permettra de démultiplier encore cette action avec l'intérêt général qui nous unit et qui nous rassemble sur les deux priorités que j'indiquais, sécurité routière, respect des règles, partage citoyen de l'espace public. Depuis le centre de commandement, des agents municipaux scrutent les rues parisiennes pour relever des infractions. À l'aide d'un joystick, ils peuvent zoomer et les prendre en photo depuis leur ordinateur. Une amende est ensuite directement envoyée au propriétaire du véhicule. On prend un cliché, avec ce cliché on va établir la contravention. Comme ça, si le cliché il est toujours là en cas où s'il y a un contrevenant qui voudrait contester, oui c'était pas moi, on a le cliché qui est la preuve que cette personne a bien commis l'infraction. En 2018, 24 personnes sont décédées à la suite d'un accident dans la capitale. Et pour terminer ce JT, Anne Hidalgo, cette question, qui sont les Parisiens? Quel âge ont-ils? Qu'est-ce qui les préoccupe? Via Grand Paris revient sur une étude de la ville de Paris dévoilée en avril dernier, une étude qui dresse le portrait robot de 2 100 000 Parisiens. Adèle Latour de Via Grand Paris vous en fait un résumé. Alexia a 27 ans. Titulaire d'un doctorat en pharmacie et d'un master à HEC, elle est cadre dans l'industrie pharmaceutique. Parisienne depuis 3 ans, elle habite dans le 14e arrondissement depuis quelques mois. Alexia est le portrait type du Parisien, ou plutôt de la Parisienne. Car Paris est peuplé à 53% de femmes, 34% des Parisiens ont entre 20 et 39 ans, 49% ont un emploi et 58% sont diplômés de l'enseignement supérieur. Si, comme 93% de la population parisienne, Alexia aime sa ville, elle lui trouve bien quelques défauts. Le plus important, le prix de l'immobilier, préoccupation principale des Parisiens. Ici, Porte d'Orléans, Alexia assume seule un loyer de 925 € par mois pour 35 mètres carrés. Alors, comme 2 tiers des Parisiens, elle a pour projet de partir. J'ai pour projet d'acheter. Ça fait 3 ans que je suis locataire sur Paris. À choisir, j'aimerais beaucoup être propriétaire sur Paris, mais ça risque d'être un petit peu compliqué au vu de mon budget. Du coup, je cherche plutôt vers la proche banlieue pour être propriétaire de 45-50 mètres carrés si possible. Autre préoccupation des Parisiens, la pollution. Alexia, elle est asthmatique depuis 5 ans et selon elle, la mauvaise qualité de l'air de la capitale n'y serait pas pour rien. Pourtant, paradoxe important, 90% des Parisiens n'empruntent pas de voiture pour se déplacer. Alexia, elle, utilise principalement le métro. Depuis qu'en fait je suis parisienne, j'ai vendu ma voiture. J'en avais acheté une quand j'étais sur la banlieue. Maintenant, c'est vrai qu'avec le métro, tout est super bien desservi, donc je ne ressens pas la nécessité d'avoir une voiture. Et ça me permet d'aller aussi bien sur Paris que même en banlieue quand je dois retourner voir ma famille. Donc j'ai pas d'intérêt d'avoir une voiture. Voilà, fin du JT des territoires. Début dans un instant de Territoire d'info avec Anne Hidalgo, notre invitée politique ce matin. À noter que cette émission est diffusée aussi ce matin en direct sur Via Grand Paris, notre chaîne partenaire qui est la chaîne TNT d'Île-de-France sur le canal 34. Voilà, tout de suite c'est Territoire d'info avec Anne Hidalgo comme invitée. Anne Hidalgo, rebonjour. Je vais vous présenter donc les intervieweurs ce matin. Sur ce plateau, Olivier Zanetta, le directeur de la rédaction de Via Grand Paris. Bonjour Olivier. Bonjour. Frédéric Michel, rédacteur en chef des éditions du Parisien. Bonjour Frédéric, merci d'être là. Et Pascal Jalabert, habitué de cette émission, directeur du bureau parisien du groupe EBRA, 9 journaux de la presse quotidienne régionale. Bonjour Pascal. Bonjour. Olivier Zanetta, on démarre avec un sujet brûlant, la pollution de l'air. On vient de le voir dans le JT. Oui, bonjour Anne Hidalgo. Bonjour. La pollution de l'air, vous en avez fait un livre, Respirer. C'est l'occasion pour vous de rappeler
rappeler les grandes décisions que vous avez prises et aussi de les expliquer. Hein. Voiture interdite sur les berges de Seine, fin du diesel en 2024, interdiction aux véhicules essence en 2030. Vous faites de la pollution de l'air votre combat. Alors expliquez-nous pourquoi. Il y a urgence sur Paris, on respire mal. Est-ce que l'espérance de vie des Parisiens diminue avec la pollution de l'air ? Oui, bien sûr, vous avez tout à fait raison. La pollution de l'air, pour nous, c'est la traduction immédiate, directe des changements climatiques également. Hein. Les deux sujets sont liés. Et à Paris, 2500 morts par an liés à la pollution de l'air. Des personnes qui sont malades, je pense aux enfants, je pense aux personnes âgées, mais aussi une progression très importante de l'asthme et des maladies respiratoires, mais aussi d'autres maladies dont on sait aujourd'hui qu'elles ont un lien direct, notamment avec l'inhalation de particules fines, notamment celles liées au diesel. Donc oui, il fallait agir. En fait, ça fait un moment qu'on agit. 2001 avec Bertrand Delanoë, la première campagne que nous menons ensemble, qui voit sa victoire. Le thème, c'est « Changeons d'air ». Et il y a un jeu de mots sur l'air à changer, mais il y avait l'air aussi. Et la question de la pollution était déjà présente. Et le deuxième élément très important à Paris, c'est pour ça que c'est très différent selon les territoires et les solutions de Paris ne sont pas forcément celles qui peuvent convenir à des territoires ruraux, évidemment. Mais la situation de Paris, c'est que l'essentiel de la pollution, elle est liée d'abord au trafic automobile. Donc, il a fallu aller vers une diminution de ce trafic automobile. Ça a été vraiment l'axe, c'est l'axe très très important avec le logement, hein, qui est un deuxième sujet, on le voyait dans votre reportage. On l'abordera plus tard. Voilà, sur lequel les deux piliers de mon action, qui sont, je crois, aujourd'hui en train de montrer des résultats aussi. Et sur la pollution de l'air, vous montrez du doigt les constructeurs, mais finalement vous êtes plus sévère avec notamment la Commission européenne. Vous dites de la Commission européenne dans votre livre qu'elle a accordé un droit de polluer aux constructeurs automobiles. Et vous avez même le sentiment que la Commission européenne met un frein finalement à la transition énergétique, à aller vers le véhicule propre, parce que la Commission a augmenté les normes sur les particules fines de 5, multiplié par 5, après le Dieselgate. Oui, vous avez raison là aussi. C'est vrai que d'abord, les constructeurs, lorsque j'ai annoncé en 2014, après mon élection et même pendant la campagne, que j'interdirais le diesel à Paris, j'ai eu des réactions assez vives. Et dans un premier temps, et je peux le comprendre, il y a un changement à opérer dans toute l'industrie automobile qui n'était pas du tout la trajectoire sur laquelle on était, parce que les normes européennes, parce que la fiscalité du pays était aussi très incitative, par exemple pour le diesel. Il y a eu des discussions, il y a eu parfois aussi des moments plus difficiles avec eux, mais aujourd'hui c'est clair. Tous les constructeurs, et on est en plein mondial de l'automobile à Paris, tous les constructeurs ont changé d'axe stratégique. Ils vont tous vers de la mobilité propre et tous nous disent Paris et les villes, mais Paris en particulier, est un espace pour pouvoir faire de la mobilité nouvelle génération, propre. Et donc aujourd'hui, on est plutôt dans un accord gagnant-gagnant avec les constructeurs automobiles. La Commission européenne, je trouve que l'Europe est beaucoup trop timorée sur les questions de qualité de l'air, et puis très contradictoire, dans des injonctions contradictoires. D'un côté, la Commission va sanctionner les pays, la France fait partie des pays qui vont être sanctionnés pour non-respect des normes en matière de qualité de l'air, et dans le même temps, la Commission européenne a donné ce fameux permis de polluer. Quand les constructeurs ont dit on n'arrive pas à respecter vos normes en matière de pollution, la Commission leur a donné un délai, qui aboutit à multiplier par 5 ce droit à polluer. Ça n'est pas normal non plus. C'est Anne Hidalgo, vous l'avez compris, qui est notre invitée politique ce matin. Anne Hidalgo, c'est le principe de cette émission. Via Grand Paris a rencontré des Parisiens. C'est Léonie qui a une question à vous poser. Écoute. Bonjour, je m'appelle Léonie, j'habitais en le 11e sur le boulevard de Belleville. J'ai vraiment pas apprécié ces derniers mois le taux de pollution de l'air dans ce quartier, mais en général ça vraiment permet pas de faire du jogging le matin, de faire des courses. Et du coup ma question c'est vraiment qu'est-ce que vous voulez faire contre la pollution de l'air ? D'abord faire baisser cette pollution de l'air et
je tiens à le dire, les mesures que nous avons prises, elles provoquent et elles produisent des résultats positifs. Vous savez, en 2014, il y avait 4 millions de franciliens qui étaient exposés à un air jugé mauvais par l'Organisation mondiale de la santé, donc avec des taux de pollution qui étaient bien au-delà de ce que l'Organisation mondiale de la santé préconise. Aujourd'hui, c'est 1,3 million de franciliens. Ça reste beaucoup, mais on a diminué par 3. C'est-à-dire que lorsqu'on prend des mesures pour réduire le trafic automobile, pour offrir d'autres possibilités, bien sûr, de mobilité, eh bien, ça marche. Et à Belleville, qui est quand même dans... ça croise le 11e, 20e arrondissement notamment, qui est un arrondissement très dense, très central de la capitale. Bien sûr qu'il faut diminuer cette pollution, mais tout ce que nous faisons, les offres également de mobilité partagée, les offres alternatives, tout ça va dans le sens de laisser la voiture polluante. Il y a aussi toute la mobilité liée notamment aux commerçants, artisans avec lesquels nous travaillons pour qu'ils puissent avoir aussi des offres de mobilité propres parce qu'ils ont besoin de leur véhicule pour travailler. Alors, il y a quand même des problèmes sur les voies sur berge de la Seine qui sont interdites aux voitures. Ça fait beaucoup polémique, Frédéric Michel du Parisien. Oui, donc, ma question, justement, parmi toutes les mesures que vous avez prises, une a cristallisé la grogne ou la colère des Parisiens, voire des grands Parisiens, c'est la fermeture à la circulation des voies sur berge. Donc, si c'était à refaire, est-ce que vous referiez exactement la même chose avec la même démarche ? D'abord, vous savez, aujourd'hui, on parlait du rapport du GIEC. Je crois que le Parisien, à juste titre, ouvre là-dessus. On ne peut pas être là non plus dans des injonctions contradictoires en expliquant d'un côté que ça va très mal et que les pays ne font pas ce qu'il faut. Et quand on fait... et que ça bouleverse des habitudes et que bien sûr, passer d'un système, d'une autoroute urbaine au cœur de Paris à un système où cette autoroute devient une autre voie de circulation, mais piétonne et vélo, forcément, ça fait du bruit, forcément, ça crée parfois des mécontents, puis ça crée beaucoup d'heureux aussi, puisque vous le savez très bien, vous connaissez très bien ces chiffres-là. Les Parisiens, ceux qui habitent Paris, plébiscitent cette mesure. Ils sont très majoritaires. Est-ce que vous reprendriez cette même mesure ? Bien sûr que je la reprendrai. La même méthode. Alors, vous savez, on va venir sur la méthode dans un instant. La même mesure, oui, parce que toutes les villes du monde ont ou sont en train de fermer les autoroutes urbaines qui traversaient leur capitale pour réduire la circulation automobile, parce que toutes les villes du monde, et même de France, je vous passerai Lyon, Bordeaux et d'autres villes, toutes les villes considèrent qu'effectivement cette pollution liée au trafic automobile et le bruit, parce qu'il n'y a pas que effectivement la pollution atmosphérique, il y a aussi le bruit, tout cela doit être diminué. On doit aller vers des villes apaisées pour améliorer la qualité de vie. La méthode, vous savez, ça fait... En 2001, les Verts, les écologistes, proposent cette mesure de fermer les voies sur berge, rive gauche et rive droite. En 2008, avec Bertrand Delanoë, on propose l'ouverture aux piétons de la voie sur berge, rive gauche. Et on arrive à la mettre en place après moult et moult péripéties. À l'arrivée de la gauche en 2012, c'est Jean-Marc Ayrault qui finalement nous autorise, parce qu'on avait besoin de l'autorisation de l'État, à faire cette promenade sur la rive gauche. En 2014, ça fait partie de mon programme municipal. Les Parisiens ont voté avec un choix très clair entre deux options. Une qui comprenait notamment les mesures sur la pollution, l'autre qui ne les comprenait pas, et dans lesquels il y avait explicitement les voies sur berge. Mettre en place une mesure, après avoir fait toutes les phases de procédure légale qu'il nous faut faire, de concertation avec les voisins, mais aussi à Paris, et mettre plus de 3 ans entre le moment où vous êtes élu et le moment où vous mettez en œuvre une mesure, la question de la méthode, ce n'est pas
est-ce que vous auriez fait pareil? C'est est-ce que vous auriez fait ou pas fait? Parce qu'il faut pas être dupe non plus. Peut-être dans la préparation, faire autrement. Il ne faut pas être dupe non plus. On voit bien qu'il n'y a pas de parking relais pour l'instant installé. Je vais y revenir aussi. Il ne faut pas être dupe non plus. Vous savez, une partie de l'opposition très politicienne aux voies sur berge n'était pas du tout portée par ni des Parisiens, ni même des Franciliens qui, pour l'essentiel, utilisent quand même les transports en commun. Je vous rappelle ce chiffre-là. Un Parisien sur 10 utilise sa voiture, 2 Franciliens sur 10 utilisent leur voiture pour traverser, venir à Paris et venir travailler. Donc, il faut parler des autres. Il vaut mieux, concentrons-nous tous ensemble sur comment améliorer la qualité des transports, comment améliorer, et vous avez totalement raison, la mise en place de parking relais. Vous avez vu, le mois dernier, j'ai fait voter au Conseil de Paris l'ouverture de 1000 places de parking relais aux abords de la capitale à un tarif qui peut être un tarif effectivement incitatif pour les Franciliens qui viendraient encore en voiture à Paris. Anne Hidalgo, on va parler de la place de la voiture avec Pascal Jalabert dans un instant. Une question qui concerne vraiment tous les Parisiens, ceux qui habitent aussi en dehors de la capitale sont très concernés par ce sujet. Pascal Jalabert, il revient dans un instant, mais Fatima a une question à vous poser à ce sujet, on l'écoute. Bonjour, je m'appelle Fatima, j'habite le 20e arrondissement. L'écologie est une priorité, des priorités aujourd'hui. En tant que maire de Paris, que comptez-vous faire pour éradiquer au possible les voitures, bien sûr en maintenant tout ce qui est véhicule de livraison qui s'impose. Mais tout ce qui est véhicule tourisme, il y en a encore beaucoup trop à Paris et ça pue. Oui. Mais ça sent mauvais. Elle a totalement raison. Sur les véhicules de tourisme et notamment les autocars, là j'ai demandé aussi à la préfecture de police, par exemple, ce n'est pas normal, je ne l'accepte pas, que boulevard Haussmann, les bus arrivent, déposent des touristes, font tourner leurs véhicules. Ce sont souvent des bus quand même diesel, ils font tourner le moteur, y compris pendant que les personnes ne sont pas à bord, notamment quand il fait très chaud ou quand il fait froid, pour maintenir une température à l'intérieur de ces véhicules. Ça n'est pas possible. Donc on a engagé mon adjoint Jean-François Martins, chargé du tourisme, et Jean-Louis Missika pour tout ce qui est innovation, mais aussi Christophe Najowski, ont engagé une discussion à ma demande avec les opérateurs touristiques. Et puis les commerçants, c'est très différent. On a la chance d'avoir par exemple le mine de Rungis, le marché d'intérêt national de Rungis, qui nous accompagne aussi dans cette idée que ces 7 kilomètres qui séparent Orly de Paris et qui sont très importants parce que c'est à Rungis que l'on va se servir pour approvisionner les restaurants et les commerces, que ces 7 kilomètres puissent être faits avec des véhicules non polluants, avec des véhicules partagés. Nous avons un travail là aussi très approfondi avec la Chambre des métiers de Paris. Je les salue parce qu'ils ont toujours été, bien sûr, dans la défense des artisans et commerçants, mais aussi dans la recherche de solutions innovantes. Oui, pourquoi ne pas y aller carrément, faire comme à Londres, tout ce qui est véhicule de tourisme, péage, et puis piétoniser un maximum de rues. Là, au moins, ça serait radical et ça se verrait. Alors, c'est radical et il y a un certain nombre de points qui sont faits à Londres que je reprends volontiers. Vous êtes prêt à faire des péages alors, on ne peut pas me dire que je suis trop radicale et pas assez radicale, là aussi. Alors, mais bon, mais ça, c'est une boutade. Voilà. Alors, d'abord, sur Londres, le péage qui avait été fait à Londres est un péage que nous ne ferons jamais, nous, de notre côté, pour une raison très simple, c'est qu'on ne va pas mettre une barrière avec ceux qui pourraient rentrer paieraient et ceux qui ne peuvent pas rentrer restent dehors. Moi, je ne veux pas empêcher quelqu'un qui doit venir à l'hôpital à Paris de venir se faire soigner parce qu'il ne pourrait pas payer un péage. Donc ça, non. En revanche, l'autre formule qu'on a trouvée, c'est d'abord de mettre en place des interdictions pour les véhicules les plus polluants avec le système la suppression de vignettes. Totale du diesel. La suppression. Vous le souhaitez ou pas? Bien sûr, bien sûr. Vous pouvez l'annoncer. Elle est déjà annoncée. Oui, elle a même été votée. Mais oui, non mais seulement elle n'est pas venue, c'est ce que je veux dire. Alors, c'est pour 2024, donc nous sommes là aussi, parce qu'il faut faire les choses raisonnablement, il faut tenir compte aussi de la façon dont les industriels peuvent nous accompagner, tout en leur forçant de temps en temps un petit peu la main. Et donc, 2024, fin du diesel, ça a été non seulement annoncé, mais ça a été voté par le Conseil de Paris à l'unanimité. Ça sera un choc pour les Parisiens, non? À l'unanimité.
Et ça a été également validé par une votation citoyenne où 75 000 Parisiens se sont prononcés pour cela. Choc, oui et non, parce que vous savez, en fait, les Parisiens sont de moins en moins propriétaires de véhicules. C'est vrai que la part des diesels à Paris était déjà très faible. Elle est importante dans le parc, notamment professionnel. Donc c'est là qu'il reste encore du travail à faire. Alors quand on veut contraindre les Parisiens, les Franciliens d'abandonner leurs voitures polluantes, il faut leur permettre finalement d'avoir une solution alternative. Par exemple, c'est l'Autolib. Oui. Mais malheureusement, l'Autolib, fin juillet, c'était terminé. Et c'est quand même 100 000 abonnés, 4 000 voitures. Est-ce que vous ne regrettez pas une décision un peu hâtive? Parce qu'il y a une solution bis que vous avez proposée, c'est l'autopartage. Mais l'autopartage, au mieux, c'est 2000 voitures en 2019, comme vous l'avez annoncé. C'est peu. D'abord, il fallait prendre cette décision parce que le groupe Bolloré nous poussait à cette décision. La demande de 235 millions d'euros que devraient payer toutes les communes, pas que Paris, là on est vraiment un syndicat intercommunal, n'était pas raisonnable. Il y avait une dégradation du service, il y avait quand même un certain nombre de choses qui n'allaient plus et sur lesquelles il y avait encore des abonnés, mais il y avait aussi beaucoup de mécontentement. La décision qu'on a prise, elle a été, c'est vrai, elle a poussé par les circonstances. Et puis parce qu'on a regardé ce qui se passait ailleurs et d'autres villes qui étaient en train d'aller vers l'autopartage électrique. Et lorsque j'ai pris la décision, avant de décider de rompre, en tous cas d'accepter la rupture que nous suggérait Bolloré, j'ai réuni l'ensemble des constructeurs et opérateurs de la mobilité électrique partagée. Ma surprise a été d'abord une très belle surprise puisqu'il y avait plus d'une quarantaine et de constructeurs et d'opérateurs qui étaient autour de la table et que tous nous ont dit « nous, on a une solution, nous, on peut rentrer ». Ils attendaient que ça. C'est vrai que le système Autolib bloquait l'entrée d'autres opérateurs. Mais l'offre est moins importante. Elle est un tout petit peu moins importante pour l'instant, mais regardez d'abord, on avait la mobilité, non pas en autopartage identique à Autolib, mais en boucle. C'est-à-dire, vous prenez la voiture à un endroit, vous la reposez à cet endroit-là. Cette mobilité-là, on l'a augmentée de 2000 places encore récemment. On a l'arrivée maintenant de Renault, ce sont les premiers à avoir réagi, et on a les petites Zoé qui arrivent, qui sont déjà présentes. Pour Nuit Blanche, il y en avait déjà un certain nombre qui se baladaient dans Paris, et bien évidemment, les Parisiens se sont rués dessus. Il n'y a pas de problème, elles sont très belles. Donc, on a une offre et on va reprendre le temps d'avance qu'on avait. On va vraiment reprendre. Il y a une offre, alors, Pascal Jalabert, que vous adorez, vous. C'est le cycliste de cette émission, c'est le Vélib. Oui, enfin, moi, je roule sur... Vous vous excusez à propos du Vélib dans votre livre. Oui. Oui, alors justement, moi, je roule beaucoup à vélo. Alors, il y a le problème de Vélib, et puis il y a aussi un peu la sécurité des cyclistes. Ça manque un peu de pistes cyclables. Qu'allez-vous faire ? D'abord, les pistes cyclables, c'est vraiment un axe très très important. Et puis des pistes, comme on dit, bidirectionnelles, c'est-à-dire vraiment des pistes sécurisées. Oui, parce que là, vous peignez quelques traces de peinture sur la route et puis on dit c'est regardez, cyclable. Non, il n'y a pas que des peintures. Non, on est en train de faire, regardez, rue de Rivoli, c'est plus que de la peinture, justement dans tous les quartiers. Et vos excuses alors, mais donc les pistes cyclables, oui, il y a un plan et on est en train de les dérouler. Mon modèle, c'est Copenhague. Donc, vous voyez, j'ai mis la barre très très haut. Ensuite, sur Vélib, oui, bien sûr que j'ai été, comme tous les Parisiens, en colère. Parce que moi, ça m'a mis en colère quand vous avez changé vos modes de déplacement et que le Vélib est devenu votre mode Et puis, c'est tellement agréable, Paris, quand on peut faire du vélo, quand on fait du vélo, que de voir que ce service ne fonctionnait pas et qu'il y avait vraiment là quelque chose qui avait été abîmé, bien sûr que j'ai été en colère. J'en prends la responsabilité. Voilà, il y a un certain nombre d'analyses qui ont été faites, que j'ai pu faire. J'ai aussi demandé une inspection générale de mes propres services pour voir pourquoi on a eu cette entreprise qui finalement n'a pas été au rendez-vous au moment où elle devait l'être, mais sauf que, effectivement, vous l'avez dit dans votre reportage, ça a été rehaussé. Je salue le fait que Arnaud Marion, le nouveau PDG de Smooth & Go, qui est arrivé dans cette gestion de crise, a vraiment, avec aussi le travail que nous avons fait à la ville et au syndicat métropolitain avec Catherine Baratti-Elbaz,
le travail qui a été fait a vraiment permis de remonter la pente. On n'est pas encore à 100%, je dirais, de services satisfaisants, mais ça y est, on sait aujourd'hui que Vélib commence à marcher. En tous les cas, ça valait le coup de se retrousser les manches et de s'accrocher pour que ça marche, Autre pour les question, Parisiens. Qui concerne vraiment les Parisiens et aussi les banlieusards, Frédéric Michel, c'est le logement. Oui, le logement. Donc, on sait qu'aujourd'hui, Paris se vide de ses familles, peut-être même de ses cadres. Comment lutter contre ce phénomène qui n'est pas positif pour la ville de Paris? D'abord, Paris ne se vide pas tout à fait, ni de ses familles, ni de ses cadres. On suit, et en étant avec un taux de natalité un peu supérieur même au taux de natalité en province, mais il y a une décroissance de cette natalité partout en France, et on est un peu moins visé, touché à Paris. Deuxièmement, il y a le prix de l'immobilier. Là, le prix de l'immobilier, c'est une donnée qui fait que, effectivement, beaucoup de personnes n'arrivent pas à accéder au logement, là, on est d'accord, notamment les familles. Donc, nous, quelles sont nos réponses? Elles sont de deux ordres. D'abord, créer du logement et du logement social. Et c'est une priorité d'ailleurs depuis 2001, puisque depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, nous avons produit, aujourd'hui à Paris, il y a plus de 20% de logements sociaux, c'est-à-dire des logements abordables à non seulement des personnes modestes qui gagnent leur vie, mais aussi à des classes moyennes et à des familles. Parce qu'il faut savoir que 70% des Parisiens sont éligibles au logement social. Donc quand on fait du logement social à Paris, ça concerne potentiellement 70% de la population parisienne. Donc le logement social qui permet, vous savez, aujourd'hui, c'est 500 000 personnes qui restent à Paris parce qu'elles ont un logement à des prix abordables. Donc ça, politique du logement, on aura quand même mis 3 milliards d'euros dans cette mandature 2014-2020 avec Yann Brossat sur le logement et sur le logement social. Ensuite, il y a de la régulation. Le marché de l'immobilier, c'est un marché qui, en plus, dans une ville qui est redevenue, ça c'est une des réussites de Paris et de ces 3 dernières années, qui est redevenue très attractive. Nous sommes à nouveau dans tous les classements internationaux, en top de tous les classements internationaux. Un des effets pervers, c'est le prix de l'immobilier qui continue à monter très fortement. Et donc, de l'encadrement des loyers. Ce sur quoi Jacques Mézard m'a accompagné. Je veux vraiment le remercier. Ministre de la cohésion des territoires. Et du logement, qui m'a accompagné dans le fait qu'on remettait cette mesure qui avait été annulée il y a quelque temps. Et puis, troisièmement, Airbnb. Parce que si on a perdu du logement à Paris, plus de 26 000 logements disparus du cœur de Paris dans les arrondissements centraux 1, 2, 3, 4, 26 000 logements, vous imaginez 26 000 logements parce que Airbnb. Donc là aussi... Qu'est-ce que vous êtes pour l'interdiction d'Airbnb dans le centre de Paris? Je suis pour de la régulation et de la régulation qui aille peut-être au-delà de ce qu'on a fait. Par exemple, on a été les premiers à prendre des mesures et le gouvernement précédent nous avait accompagnés pour limiter à 120 jours les locations Airbnb. Je pense que c'est un peu trop et qu'il faut sans doute redescendre. Il y a des villes dans le monde, je pense à Berlin ou à New York, qui veulent carrément interdire. Je ne suis pas sur cette idée d'interdiction, mais il faut vraiment une régulation beaucoup plus forte. On a mis en place des contrôles parce qu'effectivement, il faut maintenant, pour pouvoir louer son appartement, avoir effectivement un numéro d'enregistrement parce que c'est aussi de l'argent qu'il faut déclarer. Ça ne peut pas être de l'argent qui passe en dessous des radars, y compris des services fiscaux. Donc, il faut des contrôles, ce que nous avons fait aussi, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Moi, ce n'est pas le Airbnb du Parisien qui, aussi pour arrondir ses fins de mois, va louer 1 semaine ou 2 semaines son appartement. Ça, c'est pas un problème et c'est même plutôt sympathique. Le problème, c'est quand des immeubles sont rachetés par des gens qui les transforment en location saisonnière, concurrence d'ailleurs toute l'industrie hôtelière, ce qui n'est pas normal, et par ailleurs privent les Parisiens de logement. Donc ça, il y a urgence parce qu'en 2024, il y a les Jeux Olympiques. Il va y avoir un appel d'air, évidemment, pour Airbnb. Et puis, il y a un risque aussi d'augmentation des loyers parce que la ville de Paris va être montrée dans le monde entier. Donc, c'est un vrai sujet, le logement. C'est la contrepartie de cette attractivité. Il y a un élément positif, c'est que l'emploi s'y porte mieux qu'ailleurs. Donc, on trouve plus facilement un emploi à Paris. Le taux de chômage est très inférieur par rapport à celui du reste du pays. Mais
la contrepartie négative, c'est bien sûr le prix de l'immobilier. Et moi, je suis pour vraiment de la régulation. Je pense que ce qu'on fait, vous savez, on a embarqué avec nous, pas simplement les bailleurs sociaux, on a mis en place tout un travail avec les agences immobilières privées, avec les constructeurs, avec les promoteurs pour essayer d'aller vers des logements plus abordables. Et eux-mêmes nous le disent. Les entreprises ont besoin de loyers abordables pour leurs collaborateurs aussi. Olivier Zanetta parlait des JO de 2024, donc de l'image de Paris. Est-ce que tout sera autofinancé? Est-ce qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise comme il y a eu à Rio? On se rappelle du fiasco de Rio, par exemple. Il n'y aura pas de mauvaise surprise, d'abord parce on est dans un contexte... Vous le garantissez? D'abord, on est dans un contexte où il n'y a à créer que 5% des infrastructures. À Rio, j'ai eu l'occasion d'y aller. Donc on est quand même d'abord sur des jeux qu'on a voulu sobres et sobre sur le plan écologique et sobre sur le plan économique. Mais il faut faire attention. Non, moi, les inquiétudes que j'ai là encore, c'est plutôt sur la question des transports. Je pense qu'on est en train de prendre un peu de retard d'une façon générale sur le Grand Paris Express, sur des sujets majeurs sur lesquels je pense qu'il faudrait vraiment que des décisions soient prises. Vous demandez au gouvernement d'agir là-dessus? J'ai eu l'occasion de discuter à plusieurs reprises, bien sûr, avec les ministres sur ce sujet-là. Je pense que vraiment, le Grand Paris Express, et même vu de la province, c'est un atout pour tout le pays. Aujourd'hui, 30% du PIB de la France est tiré par la métropole du Grand Paris. Et aujourd'hui, on a à Paris, je parle Grand Paris, un réseau de transport qui ne va pas parce qu'il n'y a pas. Et malheureusement, vous n'avez pas la compétence sur les transports, c'est la région qui a la compétence. C'est une frustration, vous le dites dans votre livre. Oui, c'est une vraie frustration. Non pas que je voudrais prendre la compétence à la région, mais je pense qu'il devrait y avoir un partage et une écoute plus grande de ce que nous portons avec Patrick Ollier quand on parle des 7 millions d'habitants de la métropole du Grand Paris. Alors, vous n'étiez pas au Parc des Princes hier soir, non. mais c'était la 9e victoire en 9 matchs, du jamais vu. Kylian Mbappé, 4 buts. Alors, vous l'avez félicité, vous l'avez mis un mot du coup, vous avez compensé votre non-présence? Alors, voilà, je ne peux pas aller à tous les matchs. J'étais au match contre l'Étoile Rouge de Belgrade cette semaine. Et puis, j'avais fait nuit blanche samedi. Donc, ce phénomène Mbappé, là. Mais, alors, Mbappé, il est génial, il est magnifique, c'est un très très beau joueur. C'est le meilleur ambassadeur de Paris? C'est un très bel ambassadeur de Paris. Et puis il y a une équipe quand même, là on a une attaque avec entre Neymar, Cavani et Di Maria aussi, qui sont, et Mbappé, qui est quand même une Vous attaque, le prendrez sur votre liste au municipal ou pas, Mbappé? Pour aider ou pas? Je ne sais pas si c'est son objectif. Je pense que quand même on a besoin de lui et à Paris et en équipe de France, mais il est formidable, c'est un ambassadeur extraordinaire. Anne Hidalgo, vous restez avec nous. Merci Olivier Zanetta, Frédéric Pichel et Pascal Jalabert. C'est Stéphane Troussel qui est président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis qui vous interpelle maintenant. Il a souhaité vous interroger, il est préoccupé parce qu'il a dénoncé la semaine dernière ce qu'a dénoncé Gérard Collomb également, qui est cette fracture entre la capitale et la banlieue. Flora Sauvage l'a rencontré, Public Sénat, on l'écoute. Tous les indicateurs montrent que l'État n'assume pas ici sa responsabilité dans des grands domaines. Je pense à l'éducation, à la police, à la justice. Et les habitants de Seine-Saint-Denis, ils ont simplement besoin d'avoir une égalité de traitement, le même accès aux services publics. Et c'est important que la maire de Paris, dont je sais qu'elle est attachée à la solidarité interdépartementale, au cœur du Grand Paris, au cœur de l'Île-de-France, c'est important pour nous que la maire de Paris porte avec nous ce diagnostic. Pour que Paris aille bien, aille mieux même, eh bien on a besoin, et je suis sûr qu'Anne, tu partages ce point de vue, tu as besoin que la Seine-Saint-Denis aille mieux, et donc je sais pouvoir compter sur ta parole forte pour nous aider à gagner ce combat pour l'égalité républicaine. Oui, bien sûr. Enfin, en tous les cas, je suis totalement solidaire de ce que vient de dire Stéphane Troussel. Vous savez, quand je me suis battue pour qu'on puisse gagner les JO, j'ai dit tout de suite où les JO pourraient-ils être le plus efficace et le plus utile, c'est bien en Seine-Saint-Denis. Et j'ai porté presque avec autant de force la candidature de Paris que celle de la Seine-Saint-Denis, parce que je pense que ce territoire de la Seine-Saint-Denis est un territoire stratégique, avec une population jeune, une population
cosmopolite, une population qui est un atout. Et ce territoire a été trop longtemps délaissé. Ce n'est pas normal que les services publics soient dans l'état dans lequel le Premier ministre sont, a l'air de s'en occuper, il a reçu tous les et je pense qu'il faut, mais vous savez, il faut s'en occuper, on en parlait précédemment, la question des transports, elle est cruciale. On va accélérer le Grand Paris Express, c'est-à-dire aussi cette relation banlieue à banlieue par les transports, ça vous permet de travailler les questions, bien sûr, de mobilité, de pollution, d'attractivité, mais aussi de disparité territoriale. Merci. Donc je pense que c'est le sujet clé. Hervé Favre de La Voix du Nord nous a rejoint. Bonjour Hervé. Oriane Mancini de Public Sénat. Bonjour Oriane. Bonjour. Je vous laisse Anne Hidalgo. Pour poursuivre sur ce sujet, puisque Gérard Collomb disait qu'il faut recréer de la mixité. Aujourd'hui, pour vous, il n'y a pas de fracture entre Paris et la banlieue ? Aujourd'hui, il y a bien sûr des fractures très très grandes et des disparités, on les voit tous les jours. Moi, dans une ville comme Paris, et c'est une stratégie de long terme engagée en 2001 avec Bertrand Delanoë, on a voulu de la mixité, on a voulu maintenir à Paris des populations qui sont de toute origine sociale, de tout âge, et on a pu le faire parce qu'on est sur un territoire qui n'est pas qu'un territoire cohérent, mais sur lequel on a pu, avec des outils comme la politique du logement qu'on a mis en œuvre, ou même tout l'accompagnement des familles. Vous savez, aujourd'hui, à Paris, on est le département de France où il y a le plus de places en crèche proposées aux familles. Ça permet aussi, ce sont des outils de mixité aussi, les places en crèche. Donc, tout ça, on a pu le faire à l'intérieur de Paris. Moi, je me suis beaucoup mobilisée juste un instant sur le Grand Paris et justement sur ce travail. Et Paris est très solidaire. Il faut savoir que chaque année, sur le budget de la ville de Paris, 500 millions d'euros sont prélevés pour ce qu'on appelle de la péréquation, de la solidarité régionale et nationale. Et à aucun moment, je ne me suis opposée à cela. À aucun moment. On a quand même entendu ces derniers temps Gérard Collomb faire un constat accablant, très inquiétant de la situation dans les quartiers. Martine Aubry avait dit à peu de choses près la même chose quelques jours avant. Est-ce que vous partagez ce constat de dire que la République, finalement, n'a plus le droit de citer dans certains quartiers, si je puis dire? Oui, Et est-ce que il n'y a pas eu un certain angélisme de la gauche? Est-ce qu'on ne se réveille pas un peu tard sur cette question? Je ne sais plus à quelle époque vous faites référence en parlant d'angélisme de la gauche. Moi, je suis maire de Paris depuis 2014. Les questions de sécurité, je les porte. Et je ne suis pas dans l'angélisme, mais toujours est-il que je partage ce constat, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le dire à Gérard Collomb lorsqu'il était ministre de l'Intérieur et dans le travail que je fais au quotidien, je veux les saluer avec la préfecture de police de Paris. Bien sûr qu'il y a un problème. Vous savez, il y a des quartiers qui sont complètement, je vais utiliser un terme qui n'est pas très joli, mais pourris par la drogue. Et pour moi, le sujet, c'est pas tant de savoir s'il faut légaliser ou pas la consommation du cannabis, c'est de savoir est-ce qu'il n'y a pas un plan contre la drogue qui doit être porté dans ce pays avec force, parce que c'est une économie qui vient abîmer tout. Vous ne pouvez plus passer un message républicain avec l'école, avec le fait que si on travaille, on aura une bonne vie. Je pense qu'il faut vraiment... Et à Paris, je le vois. C'est notamment le cas dans le 18e, dans ce qu'on appelle la colline du crack, qui a été démantelée fin de juin, mais qui s'est reconstituée depuis. Comment vous faites pour assurer les habitants de ces quartiers? Alors d'abord, je veux vraiment remercier aussi les maires de ces arrondissements. Je pense à François Dagneau pour le 19e, et puis Éric Lejoindre pour le 18e, Alexandra Cordobar pour le 10e, parce que c'est à la jonction de ces trois arrondissements. Je veux les remercier parce qu'ils sont là, ils sont présents sur le terrain, je vais avec eux et on discute avec les habitants. Et puis, il y a un travail. J'ai demandé au préfet de police, nous avons demandé avec les élus de ces arrondissements au préfet de police de rehausser les moyens. Il n'y a pas de secret. Donc vous demandez clairement ce matin à l'État un plan anti-drogue? Je pense qu'il faut vraiment un plan anti-drogue. Je ne le demande pas à l'État. Ce n'est pas à l'État tout seul de régler ça. C'est d'écouter les maires des territoires et les maires de ces quartiers et de ces communes. Parce que vraiment, ce plan anti-drogue, je crois qu'il est absolument indispensable si l'on veut vraiment remettre de la République dans ces quartiers. Le problème à Paris est réel aussi. Moi, je ne peux pas me satisfaire de cela. Il faut de la présence policière, ce qu'on fait. Vous savez, j'ai lancé un audit
dont j'aurai les résultats en janvier sur la sécurité des Parisiens. Et dans cet audit, j'ai demandé qu'on regarde cette question de la place de la drogue dans un certain nombre de quartiers et comment c'est en train d'abîmer la vie sociale de ces quartiers. Mais Anne Hidalgo, ça fait quand même 15 ans, ou voire plus, qu'on parle de ce problème de drogue dans les quartiers. Nicolas Sarkozy déjà avait déclaré la guerre en 2002 en arrivant au ministère de l'Intérieur. Rien ne s'est passé. Qu'est-ce qui se passe pour que ça n'avance pas? Voilà, je ne suis pas ministre de l'Intérieur et je suis maire de Paris et en responsabilité aujourd'hui. Et je souhaite vraiment que l'on avance. L'autre élément sur lequel dans l'audit sur la sécurité, parce que c'est un sujet très important aussi, c'est la sécurité vue et vécue par les femmes. Parce que on parle de ce thème générique, mais c'est pas la même chose quand vous êtes une femme et que vous ne pouvez plus vous balader dans un certain nombre de quartiers, ou que vous êtes un homme, c'est pas du tout la même chose. Et là aussi, je souhaite que l'on aborde cette question de la sécurité. En tout cas, je le fais dans mon approche parisienne, aussi sous l'angle de hommes, femmes, parce que c'est pas tout à fait la même situation. Pour finir sur cette question de la sécurité, la particularité à Paris, c'est que c'est le préfet qui a les pouvoirs de police et non le maire, comme dans les autres villes. Vous avez été longtemps hostile à une police municipale. Aujourd'hui, vous semblez changer d'avis. Est-ce que vous êtes clairement favorable aujourd'hui à la création d'une police municipale à Paris? D'abord, la police municipale, c'est un sujet porté depuis longtemps. Moi, je préfère d'abord avoir des éléments objectifs sur un sujet pour savoir est-ce que ça va être plus efficace ou pas. Regardez, au moment des attentats, en 2015, à Paris, préfet de police, procureur de la République, maire de Paris, on est ensemble, on travaille ensemble, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette qui nous sépare, et ensemble, les décisions se prennent, et personne... et je pense que c'était très important de montrer qu'il y avait de la confiance et de la cohésion entre ces autorités qui assurent la sécurité des Parisiens. On n'a pas eu les mêmes réflexions dans d'autres villes où le débat s'est tout de suite porté sur qui était responsable, police municipale ou police nationale. Je ne veux pas qu'on rentre là-dedans. Moi, je veux que la sécurité des Parisiens soit assurée. Ce qui m'importe, c'est ça. Donc, j'ai lancé cet audit dont on aura, et on le partagera, je reviendrai chez vous si vous le souhaitez, les éléments de cet audit pour savoir si la sécurité des Parisiens est bien assurée. Et je pose précisément la question de est-ce qu'une police municipale permettrait de rehausser le niveau de sécurité des Parisiens aujourd'hui, ou pas. Aujourd'hui, je n'ai pas encore les éléments. Aujourd'hui, vous dites Paris est une ville sûre ou pas? Paris est une ville plutôt sûre, mais quand même avec des problèmes, avec des quartiers où ça ne va pas, parce que justement, en partie la drogue, pas que, mais en partie la drogue est venue... Mais vous ne fermez pas la porte à la création de cette police municipale? Je ne la ferme pas. Y compris une police municipale armée? Je ne ferme pas du tout ces sujets-là aujourd'hui. Pour moi, ce sont des sujets qui seront la conséquence de tout ce travail-là. Et l'autre élément, c'est combien ça coûte, qu'est-ce que ça signifie du point de vue des relations avec l'État. Donc, je préfère, vous savez, on est dans un monde complexe, dans un monde où il faut qu'on soit efficace, où on doit trouver les bonnes solutions. Je préfère qu'on ait tous les éléments sur la table, qu'on les partage et que les Parisiens puissent eux-mêmes se prononcer. 2 hommes agressés car ils s'embrassaient en public. Oui. Des problèmes d'homophobie à Paris, réels? Il y a des problèmes d'homophobie à Paris et ailleurs. Je ne les accepte pas là non plus. Vous savez, Paris est une ville extrêmement ouverte, très tolérante. Beaucoup de personnes... Qu'est-ce que vous allez faire en ce cas précis? Beaucoup de personnes viennent trouver refuge à Paris. Quand je discute avec des jeunes homosexuels qui me disent qu'ils ont été rejetés par leur famille, ils viennent souvent au refuge ou dans d'autres associations qui les accueillent. Cette ville est une ville très ouverte. Ce ne sont pas les premiers cas. Qu'est-ce que vous pouvez faire? D'abord, non seulement signaler, mais dénoncer. Je crois que c'est très très important de dire qu'on ne peut pas s'habituer à cela et qu'on ne peut pas l'accepter. Et deuxièmement, là aussi, avec la police, avec les services de la préfecture de police, mettre en place dans les quartiers ou d'une façon générale, il faut qu'il y ait une présence policière sur la voie publique. Il faut qu'il y ait une présence policière pour qu'on soit plus sécurisé. Aujourd'hui, c'est un peu le constat de cette présence qui est moindre, qui a été fait par un certain nombre de mes collègues maires et que je fais aussi à Paris, bien sûr. Je ne fais pas un lien avec l'insécurité, mais je voudrais parler de la question des migrants, avec quand même des gros problèmes dans le nord de Paris, une opération de démantèlement en juin, je crois que c'était la 30e, donc on voit se reconstituer très vite ces camps. Vous avez une idée aujourd'hui du nombre de clandestins qui sont aujourd'hui dans des situations de campement sauvage dans Paris?
Je les appellerais, je ne sais pas comment, voilà. Je dirais que les migrants, les réfugiés, les personnes qui viennent, qui continuent à venir autour de Paris, il devrait y avoir entre 500, 600 personnes aujourd'hui, un peu partout, dans des petits campements. Il n'y a pas eu de gros campements qui se soient reconstitués depuis cet été, mais il y a beaucoup de personnes à la rue. En tous les cas, pour moi, c'est une préoccupation. Je reviendrai là aussi avec des propositions. Alors justement, vous aviez quand même des relations difficiles avec Gérard Collomb sur le sujet, on s'en souvient. Qu'est-ce que vous attendez du nouveau ministre de l'Intérieur dont on connaîtra le nom? D'abord, vous savez, moi je travaille surtout avec les préfets. Je suis à l'échelle du territoire. Mon territoire, c'est Paris et mes interlocuteurs sont le préfet de région, Michel Cadot, avec qui je travaille très bien, et Michel Delpuech pour le préfet de police, avec qui je travaille très bien. Donc à cette échelle-là, puisque c'est ça, l'espace dans lequel j'agis et les acteurs parisiens, nous sommes en train de travailler sur un plan d'abord pour de l'hébergement, parce qu'aujourd'hui, vous avez des réfugiés, des migrants, des personnes à la rue, et toutes ces personnes se mélangent. Est-ce que l'État vous aide suffisamment dans la gestion de ces migrants, ou est-ce qu'il a plutôt tendance à se défausser sur les maires et à leur déléguer sa responsabilité sur le sujet? D'abord, je ne sais pas si c'est se défausser ou pas, c'est de ne pas prendre la mesure suffisamment, évidemment. Si moi je prône avec beaucoup d'autres maires le fait qu'on soit plus impliqués, nous les maires, qu'on soit plus impliqués par l'État. Nous sommes des solutions, nous ne sommes pas un problème, nous sommes des acteurs majeurs sur les territoires. Est-ce que notamment vous pouvez en appeler à Emmanuel Macron, que vous connaissez bien? Mais écoutez, moi je travaille avec le préfet de police de Paris et le préfet de région, et j'essaye de gérer les problèmes au bon niveau. Voilà, il y a des problèmes de positionnement national, et moi j'ai les conséquences locales, mais j'essaye de trouver des solutions locales. Est-ce qu'à son niveau, Emmanuel Macron gère bien cette crise migratoire? Est-ce que vous trouvez que la France est à la hauteur sur ce sujet? Je pense que la France n'est pas à la hauteur sur le sujet. L'Europe n'est pas à la hauteur sur le sujet. Je l'ai déjà dit, c'est une évidence. Il y a aujourd'hui, y compris la montée des nationalismes que l'on voit et des populismes comme en Italie, y compris est lié au fait que on a laissé l'Italie, la Grèce, qui a d'autres problèmes aussi, on les a laissés affronter cette question des réfugiés sans beaucoup les aider. Moi, j'ai fait des propositions, notamment qu'il y ait dans les grandes métropoles des lieux qui soient des lieux d'hébergement pour ces personnes-là. Il ne faut pas que ces personnes soient à la rue par humanisme, et même pour les Vous populations. demandez un virage social au gouvernement, justement? Mais je n'ai pas à demander quoi que ce soit. Moi, vous êtes la maire de Paris, votre parole peut faire autorité. Je fais mon boulot de maire de Paris, et moi j'agis concrètement sur le territoire qui est le mien, en essayant de mieux accueillir. On va, avec Dominique Versini, proposer prochainement de nouveaux hébergements d'urgence, parce qu'on va bientôt aborder la période de grand froid. Souvenez-vous, l'année dernière, il y avait plus de 3000 personnes quand, en février, on a fait le décompte des personnes je reviens sur la question Bien sûr que je ne suis pas satisfaite. Je reviens sur la question de Cyril, parce qu'on vous entend beaucoup sur la politique parisienne, c'est normal, beaucoup moins sur la politique nationale. Donc, vous avez quand même une position. Il y a tellement de monde qui parle de la politique nationale. À l'égard de la politique d'Emmanuel Macron, Martine Aubry ne perd jamais une occasion de taper sur Emmanuel Macron, sur le président des riches. Vous ne partagez pas cette Moi, je suis maire de opinion? Paris. Je suis maire de Paris. C'est une responsabilité immense, et c'est une responsabilité que j'aime assumer. Mon boulot n'est pas de venir tous les matins sur des plateaux commenter les faits et gestes des ministres, du président de la République et de toutes les autorités de ce pays. Mon boulot, c'est d'agir, parce que je suis une femme d'action. Vous le faisiez plus souvent sous Hollande. Sous François Hollande, vous le faisiez plus souvent. Ce que je fais, ce pourquoi j'agis, c'est pour que les Parisiens puissent avoir une ville où on respire mieux, une ville où on puisse accueillir les enfants, une ville dans laquelle on puisse faire grandir ses enfants. Vous êtes aussi une personnalité d'envergure nationale, Anne Hidalgo, et de la politique gouvernementale dépend aussi la ville de Paris. Est-ce que, par exemple, il y a un remaniement qui va venir dans les heures qui viennent. Est-ce qu'il faut envoyer un signal à la gauche? Est-ce qu'il faut une personnalité de gauche forte dans ce gouvernement? Je n'attends aucun signal de personne. Je fais mon boulot, que chacun prenne ses responsabilités. Et les électeurs, les Français, les Parisiens, tout le monde saura, les municipales, justement, très très bien savoir à quoi s'en tenir. Mais je veux juste dire une chose. Je suis
une femme de gauche, je suis une social-démocrate, assumée, écologiste, féministe, européenne, totalement européenne. J'ai la double nationalité, je suis née en Espagne, totalement européenne. Ça, c'est ce qui me définit. Et je suis maire de Paris. C'est là où j'agis. Pour les Parisiens. Le reste, vous savez, je laisse les commentaires à ceux qui adorent commenter. Moi, j'adore. Alors, parlons des municipales. Une question d'abord, est-ce que vous serez candidate à votre succession ? Ce n'est pas le moment des candidatures. Il y a les élections sont en mars 2020 ou avril. Il y a encore du temps. J'ai devant moi plus d'une année de réalisation. Vous savez, cette année, on va encore livrer beaucoup de crèches. Je vais bientôt d'ailleurs livrer la 3000e place de crèche de ma mandature. On va continuer à livrer du logement. Je vais faire en sorte que le plan sur notamment les pistes cyclables puissent arriver à bon port. L'inauguration du tramway, le nouveau tronçon du tramway sur le nord de Paris, de la Porte d'Asnières, Porte de la Chapelle. Voilà, moi c'est ça mon travail. Vous allez aussi fusionner des arrondissements dans le centre de Paris, ça fait beaucoup de bruit. Vous allez consulter les Parisiens sur le nom de ce futur ensemble. Est-ce qu'il ne fallait pas d'abord les consulter sur la nécessité de la fusion? Parce que la droite vous accuse de tripatouillage électoral, dit que vous êtes en train de vous constituer un futur fief. C'est une loi qui permet de faire ce regroupement et c'est une loi que j'ai souhaité que le gouvernement de François Hollande et Manuel Valls a accompagné. D'ailleurs, sur une proposition initiale d'Emmanuel Grégoire, mon premier adjoint, nous avons fait cette proposition parce que les 4 arrondissements centraux, vous l'avez dit tout à l'heure, perdaient en population et la disparité entre les arrondissements du centre de Paris et les grands arrondissements faisait que le plus petit avait 17 000 habitants, premier arrondissement, le plus gros 235 000, le 15e arrondissement. Mais vous comprenez que le maire de droite du premier arrondissement puisse Moi, je peux tout comprendre, vous savez, mais ce que je comprends, c'est qu'il y a aussi des institutions, la loi, mais je respecte la loi et les gouvernements précédents nous ont accompagnés et les préfets m'ont accompagné aussi. Et je pense que ça va être plutôt très intéressant. D'abord, il y a une démarche très participative à laquelle les habitants du centre de Paris ont beaucoup contribué. J'ai moi-même participé à beaucoup de ces réunions, de concertation citoyenne. Il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a de l'inquiétude forcément quand on fait des modifications de cette nature. Mais la semaine prochaine, il y aura un vote sur le nom de cet arrondissement central. Notamment. Pour finir sur les municipales, Paris attise les convoitises, notamment au sein du gouvernement. Vous avez dit en début d'émission, ce territoire nécessite qu'on s'y implique pleinement. Est-ce que les ministres candidats doivent suivre l'exemple de Gérard Collomb et démissionner ? Écoutez, chacun fera ce qu'il voudra. L'heure du jugement sera celle qui viendra en mars 2020. Moi, vous savez, j'ai toujours fait le choix de Paris. J'aurais pu aller vers d'autres horizons qui m'ont été proposés Qu'est-ce qu'on vous avait proposé ? Il y a longtemps, notamment en 2012. Mais j'aurais pu et j'ai toujours fait le choix de Paris. Je pense que Paris, vous savez... Cette ville, c'est une ville avec des habitants qui ont des vrais besoins d'habitants, qui ont besoin qu'on prenne soin d'eux. Et puis qu'on trace aussi les perspectives. Cette ville ne peut pas être en retard. C'est une ville qui a toujours marqué de son influence la modernité, les innovations, l'invention. Ce qu'on est en train de faire sur beaucoup de sujets. Paris, parce qu'on parle parfois de ce qui ne va pas, mais quand même, ce qui va bien, c'est que Paris, aujourd'hui, est redevenue la capitale de toutes les créations. C'est une ville dans laquelle, par exemple, les idées populistes et du Front National ont très peu de place. C'est une ville dans laquelle les antidotes, justement... Aucun candidat ne vous inquiète parmi les noms qui circulent à Anne Hidalgo, notamment le nom d'Édouard Philippe. Mais le Premier ministre. Chacun prendra la responsabilité qui est la sienne et le moment venu, il y aura un débat démocratique. J'aime le débat démocratique. Je pense qu'il sera, comme toujours, extrêmement puissant à Paris. Il n'y a pas une élection municipale parisienne qui n'ait pas été un moment important, pas simplement pour les Parisiens, mais pour le pays. On peut dire un mot sur les relations entre les collectivités et Emmanuel Macron. C'est un recentralisateur ? Je pense que en tous les cas, les associations d'élus, toutes, quelles qu'elles soient, se sont manifestées pour dire qu'on ne fait pas assez confiance aux villes. Mais
il y a aussi des choses Comment ça se passe positives. entre vous et le gouvernement ? Par exemple, je vous donne un exemple concret pour répondre à votre question. Moi, j'ai souhaité qu'on signe un accord avec le gouvernement sur le budget. Vous savez, ces accords, je trouve que la contractualisation est plutôt une bonne chose. J'ai joué le jeu, ils ont joué le jeu. Et ça, c'est, je pense, plutôt pour le bien-être des Parisiens. Mais il faut faire plus confiance aux maires. Anne Hidalgo, on dit que vous êtes autoritaire, vous le reconnaissez. Vous vous souvenez de cette phrase de Manuel Valls il y a quelques jours quand il a quitté la France pour Barcelone. J'ai confondu autorité et autoritarisme. Vous pourrez la reprendre, cette phrase, à votre compte ? Je me sens pas du tout dans cette logique-là. Vous savez, je pense qu'il faut, quand on dirige, il faut de l'autorité, il faut de l'écoute. Je pense être une femme de terrain aussi, une femme qui aime sa ville. Les échanges que j'ai avec les Parisiens sont des échanges toujours très, très joyeux, très heureux, très chaleureux. Donc, je peux comprendre que dans l'image publique qui est donnée ou qui est construite, on vous mette dans une catégorie, la catégorie des puissants, donc des gens qui seraient censés être autoritaires. Bon, ça fait partie de la vie publique d'avoir une image qui parfois est en décalage, et même en décalage profond avec ce que vous êtes. Emmanuel Valls, ça fera un bon maire de Barcelone ? C'est aux Barcelonais de se déterminer pour savoir qui peut être maire de Barcelone, bon maire de Barcelone ou pas. Merci beaucoup à Anne Hidalgo d'avoir été notre invitée de cette première partie spéciale de Territoire d'Info. Tout de suite, on passe au ZAP dans un instant et à la météo. À tout de suite. Merci. Voilà quelqu'un qui vient d'un parcours, qui a un parcours doré. Bon, tant mieux pour lui, mais qui n'arrive pas à se mettre à la portée des Français, et notamment des Français modestes. Et c'est un désastre aujourd'hui. Vous vous rendez compte qu'en un an, 7 ministres sont partis, les Français n'ont plus confiance, mais même à l'intérieur du gouvernement et ses proches n'ont même pas confiance en lui. Dans ma vie politique, j'ai vu des ministres qui partaient, j'ai vu des ministres qui claquaient la porte, j'ai vu des ministres qui tout d'un coup se mettaient à critiquer le Premier ministre ou le Président de la République. La seule chose qui compte à mes yeux, c'est est-ce que nous tenons notre cap. Le président de la République et le Premier ministre ont continué à plancher tout le week-end. Après le départ de Gérard Collomb, le remaniement s'annonce large. C'est quand même la moindre des choses que le gouvernement dont on ne sait plus en fait qui dirige dans ce gouvernement. Vous avez vu, M. Collomb est passé par-dessus la tête de son Premier ministre pour indiquer aux médias et à M. Macron qu'il claquait la porte, tout simplement. La politique qui est menée depuis un peu plus d'un an par Emmanuel Macron est une politique de transformation. Ça ne peut pas être le statu quo. Il ne faut surtout pas changer en la matière d'objectifs. Un remaniement avant tout censé donner un nouvel élan au chef de l'État après cette rentrée désastreuse. C'est en tout cas le message du président de l'Assemblée nationale. Il faut rester fidèle au projet initial, mais il faut un nouveau souffle. Pour autant, évidemment, je comprends ce que veut dire Richard Ferrand. Il veut dire que si un remaniement a lieu maintenant, il faut qu'il ait un sens, qu'il ait une signification et que ce sens-là soit celui de la prolongation de l'accompagnement du travail voulu par le président de la République. Il faut qu'il soit large, c'est aussi ce qu'il dit. J'assume totalement ce temps long, totalement, parce que nommer un ministre de l'Intérieur, ça n'est pas une petite fonction dans l'appareil d'État. Il faudrait qu'Emmanuel Macron commence par se remanier lui-même. Son comportement, le mépris qu'il exprime à l'égard des retraités quand il leur dit « faut pas vous plaindre ». Mais attendez, de quoi parle-t-on ? Qui a une augmentation de CSG ? Qui voit sa pension baisser ? Faut pas vous plaindre. Qui voit baisser les APL ? Faut pas vous plaindre. Qui voit les étudiants galérer pour entrer dans l'enseignement supérieur ? Faut pas vous plaindre. Mais les gens se plaignent pas, ils réclament d'être respectés. Désormais, on fait des vérifications sur les ministres qu'on nomme. Ça passe par la haute autorité pour la transparence de la vie publique. C'est nécessaire. Donc le temps où on nomme un ministre en 2 heures, c'est un temps révolu. Voilà, et en troisième partie, vous aurez la météo tout de suite. C'est cette troisième partie, c'est Territoire Sénat, l'actu politique et parlementaire dans un instant.